La littérature existe pour raconter des histoires, faire voyager, nous faire réfléchir. Et il y a même certains écrivains qui cherchent à saisir un monde entier, à en comprendre les rouages, les tensions, les illusions, comme si chaque personnage, chaque lieu, chaque détail participait à former un ensemble beaucoup plus vaste. Avec Honoré de Balzac, on est exactement dans cette ambition-là. Lorsqu'il se lance dans son œuvre, qu'il nommera par la suite la comédie humaine, son ambition est grande. Il veut observer la société de son temps, la suivre dans ses transformations, en montrer les mécanismes profonds et surtout faire en sorte que tout se tienne, que les personnages se croisent, se répondent, évoluent d'un texte à l'autre. On dénombre d'ailleurs pas moins de 2500 personnages dans toute la comédie humaine. Il y en a certains qu'on retrouve au centre de romans spécifiques et qui reviennent ensuite pour en enrichir d'autres. Et au milieu de cet ensemble immense, il y a un roman qui revient sans cesse. Un roman qu'on lit et qu'on étudie comme s'il contenait à lui seul une forme de vérité sur ce monde que Balzac tente de décrire, je nomme le Père Goriot. Alors, la question se pose assez naturellement. Pourquoi celui-ci ? Pourquoi ce roman en particulier plutôt qu'un autre alors que Balzac en a écrit tant ? Qu'est-ce qu'il y a de plus, ou peut-être de plus évident, qui fait qu'on y revient encore aujourd'hui ? Eh bien, peut-être que la réponse tient à sa simplicité apparente. Parce que tout est là, presque immédiatement. On a l'ambition, l'argent, les relations sociales, les sacrifices, les illusions, et cette sensation très forte que le monde fonctionne selon des règles qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on va apprendre peu à peu, parfois malgré soi. Mais vous le devinez, si on parle autant de ce livre et que je décide d'y dédier un épisode de Brume littéraire, c'est qu'il y a encore autre chose qui se cache dans ce roman, qui à la première lecture peut sembler justement assez simple, presque un peu terne. Le récit commence d'ailleurs par une longue description de 30 pages de la pension Vauquer. Et je sais que bon nombre de lecteurs se sont arrêtés avant d'avoir fini ce début fouillis en détail qui peut décourager. Alors reprenons tout depuis le début. Décortiquons ce récit, analysons-le ensemble pour essayer d'en comprendre l'essentiel. Et une fois n'est pas coutume, dans cet épisode de Brume littéraire, on va faire les choses un peu différemment. On va d'abord entrer dans ce roman par un résumé, en suivant le personnage principal, Eugène de Rastignac, en découvrant avec lui les règles et les rapports de force qui règnent sur Paris. On va laisser ce monde balzacien se construire progressivement dans un premier temps. Et puis, une fois ce parcours accompli, on reviendra sur toute notre lecture. On prendra le temps de comprendre ce que l'on a vraiment lu, ce que Balzac met en place, pourquoi ce roman est devenu central et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Alors allons-y, pénétrons ensemble dans la pension Vauquer. Nous sommes à Paris en 1819. Habituellement, c'est un lieu auquel on ne prêterait aucune attention. La façade est discrète, un peu fatiguée, et rien, à première vue, ne laisse penser qu'il s'y joue quelque chose d'important. À l'intérieur, tout est déjà en place. L'air est lourd, les meubles sont usés, les couleurs semblent avoir perdu leur éclat depuis bien longtemps, et cette impression diffuse de stagnation s'impose peu à peu. Au rez-de-chaussée, rien d'inhabituel. Une salle à manger, quelques habitudes bien réglées, une apparence de vie commune qui tient encore debout. Mais on sent que ce n'est pas le grand luxe. À l'image de Madame Vauquer d'ailleurs. Alors, on monte les étages. Mais à mesure que l'on s'élève dans la pension, le monde que l'on rencontre s'appauvrit davantage. Au premier étage, l'appartement le plus luxueux est occupé par la jeune Victorine Taillefer, la fille d'un riche banquier qui l'a reniée en ne lui laissant que très peu de son argent. Au deuxième étage, il y a 2 appartements. Celui de M. Poiret, un vieil homme assez transparent, et celui de Vautrin, un homme grand et fort, dont le mystère ne va cesser de nous accompagner dans ce récit. On sent qu'il cache quelque chose, et il est craint par tous les autres pensionnaires. Finalement, au 3e et dernier étage, il y a 3 chambres, mais aussi c'est là qu'on retrouve les 2 personnages centraux de ce récit, les plus pauvres d'ailleurs. Tout d'abord, il y a la vieille mademoiselle Michonneau, peu importante pour nous. On retrouve aussi Jean-Joachim Goriot, un ancien fabricant de vermicelles que tout le monde appelle le Père Goriot pour se moquer de lui. Vous avez maintenant la référence du titre de notre récit.
Finalement, troisième et dernier personnage de cet étage, Eugène de Rastignac. C'est lui qu'on va suivre tout au long du récit. Il s'agit d'un jeune étudiant en droit rempli d'ambition, issu d'une noblesse sans argent. Sa famille lui a tout donné pour qu'il puisse tenter sa chance à Paris, et le jeune homme voit grand. L'avantage de suivre Rastignac dans ce texte, c'est qu'il apporte un regard encore neuf sur Paris et sur sa société. Il ne perçoit par ailleurs pas immédiatement les règles qui régissent cette ville. Il va devoir apprendre, et son apprentissage se fera tout au long de ce roman par la joie, la douleur et la peine. Et si l'on revient un instant sur le père Goriot, c'est une figure étrange, qui semble initialement inexistante. On sait qu'il a glissé d'un étage à l'autre au fil de son appauvrissement, mais pourquoi est-ce qu'il a perdu sa fortune ? Qu'est-ce qui se cache derrière son histoire ? À travers la description de cette pension et de ses personnages, on a déjà l'entièreté du roman et de ses thématiques. Les différences sociales, les trajectoires possibles, les illusions à venir, les chutes aussi. La pension Vauquer est bien plus qu'un décor, puisqu'elle est à elle seule un monde en réduction. Un espace où les positions se lisent dans les murs, dans les étages, dans la manière même dont les corps occupent les pièces. Et c'est depuis ce lieu étroit que Rastignac va découvrir Paris. Eugène de Rastignac ne se contente pas de la pension et il veut partir à l'assaut de Paris. Mais une question se pose, par où commencer s'il n'a pas de contact ? Mais heureusement pour lui, il obtient une ouverture qui passe par un lieu qui est tout l'inverse de la pension Vauquer. Grâce à sa tante, qui était autrefois très introduite dans cette haute société, elle joue de ses contacts pour que son neveu puisse aller au bal chez la vicomtesse de Beauséant, l'une des femmes les plus réputées de ce monde aristocratique. Et dans ce nouveau lieu, on est à l'opposé de la pension. Le bal se déroule dans les quartiers chics de la capitale, les espaces y sont larges, on y est bien habillé, et les conversations sont raffinées. Il fait de nombreuses rencontres, dont celle centrale de la comtesse Anastasie de Restaud. Il joue de sa relation avec sa propre tante pour obtenir une invitation à lui rendre visite. La soirée se termine, objectif atteint pour Rastignac qui a fait un grand pas dans son objectif d'ascension. C'est sur le trajet de retour, direction la misérable pension Vauquer, que les rêves s'emparent de notre héros. Cette Anastasie de Restaud incarne ce qu'il n'a pas encore. Le rang, l'assurance, une forme de légitimité sociale qui ne se discute pas. Et il est fasciné. Et comme bien souvent dans ce genre de situation, il pense qu'il suffit d'entrer pour appartenir. Sauf que voilà, le lendemain, c'est la désillusion qui l'attend. Il se rend chez elle et tout se passe assez bien, avant qu'Eugène ne sente lentement qu'il ne fait pas vraiment partie de ce monde. Il va même commettre certaines bourdes qui vont définitivement compromettre sa relation avec les Restaud. Rastignac sort et pour la première fois, il mesure l'écart. Tout ne serait donc pas aussi facile qu'il le croyait initialement. Ce monde qu'il vient de découvrir ne lui est pas fermé par hasard. Il est très structuré, codé, traversé par des règles invisibles mais strictes. On n'y entre pas simplement parce qu'on le souhaite, ni même parce qu'on en a les capacités. On ne peut pas entrer dans Paris comme dans un moulin, il s'agit d'une société qui sélectionne. Et c'est après cette première expérience que Rastignac commence à relier les choses, à comprendre que les mondes qu'il traverse ne sont pas séparés, mais profondément liés. Chez la vicomtesse de Beauséant, au détour d'une conversation, un nom revient, puis un autre. Et peu à peu, ces personnages qu'on croyait séparés les uns des autres commencent à se lier dans l'esprit de notre héros. En réalité, Anastasie de Restaud serait la fille du père Goriot. Et Delphine de Nucingen, qu'il croisera bientôt, l'est aussi. Oui, ce père Goriot, que certains soupçonnaient d'entretenir des filles, le faisait réellement. Mais pas pour obtenir de l'amour charnel, au contraire, c'est purement de l'amour paternel. C'est une vraie révélation dans le roman qui tombe comme une évidence et qui va changer notre vision de ces différents personnages. Ce vieil homme que l'on croyait à la pension, effacé, presque ridicule, soupçonné de dépenses mystérieuses, devient soudain le centre d'une histoire beaucoup plus vaste. On comprend maintenant pourquoi il occupe le titre du roman. Il a été riche, très riche même, un ancien vermicelier qui a su profiter de son époque, bâtir une fortune solide et surtout la consacrer entièrement à ses filles.
Il a payé leur éducation, leur mariage, leurs caprices. Il a donné sans compter, sans jamais poser de limites. Son amour est inconditionnel et doit se traduire en gestes, en argent et donc aussi en sacrifices concrets. Mais voilà, à donner sans penser, la fortune se dissipe. Le père Goriot doit renoncer à son confort, monter les étages de la pension Wauquiez. Oui, il occupait à une certaine époque le premier étage, et plus sa ruine avançait, plus il devait monter. Deuxième étage, troisième étage. Mais même ruiné, il ne peut rien refuser à ses filles. Et sa récompense pour sa générosité, eh bien, ses gendres le méprisent, ses filles l'évitent, et lui continue pourtant à les aimer avec la même intensité. L'amour d'un père n'attend rien en retour, mais ici cet amour ne lui offre que la solitude. Et Rastignac écoute cette histoire, et il comprend que derrière les salons et les apparences auxquelles il veut accéder, il y a une autre réalité, beaucoup moins brillante. Et c'est à ce moment-là que Vautrin prend une autre place. Souvenez-vous, c'est le locataire du deuxième étage. Jusqu'ici, il était présent, à l'aise dans la pension comme dans les conversations, avec cette manière de parler qui attire l'attention sans jamais vraiment s'imposer. Mais face à Rastignac, un jour, il commence à se dévoiler davantage, comme s'il reconnaissait en lui quelqu'un qui peut comprendre. Et leur relation change de nature. Vautrin veut expliquer à Eugène comment parvenir au plus vite, et ce, grâce à de l'argent. Il parle maintenant de Paris sans détour, en brisant toutes les illusions. Il met en lumière cet espace où tout se joue sur des rapports de force, où les principes moraux comptent peu, face à l'efficacité. Il décrit une société dans laquelle l'ascension est possible, mais à condition d'en accepter les règles, même lorsqu'elles dérangent. Vient alors sa proposition. Le plan est simple. Victorine Taillefer, la pensionnaire du premier étage, a été écartée par son père au profit de son frère. Mais si ce frère venait à disparaître, elle deviendrait héritière, et donc riche. Rastignac pourrait alors l'épouser, entrer dans le monde par la grande porte, une sorte de raccourci pour éviter les longues années d'efforts et d'incertitude. Et Vautrin présente ce crime comme une solution parmi d'autres. Il connaît quelqu'un, dit-il, qui pourrait s'en charger. Tout est déjà pensé et presque prêt. Rastignac écoute et, bien que surpris, ne refuse pas immédiatement. Il a en lui cette résistance, cette hésitation, puisque la solution de Vautrin, tant immorale qu'elle soit, eh bien, elle lui permettrait de parvenir plus vite que dans ses rêves les plus insensés. Il mesure confusément ce que cela implique. D'un côté, un monde difficile, lent et un peu incertain, et de l'autre, une réussite immédiate, mais au prix d'un geste irréversible. Vautrin ne le presse pas, il lui dit de prendre son temps, il n'y a pas d'urgence. La réponse peut attendre, laissant le doute et l'hésitation infuser en ce jeune homme. Et à partir de là, Eugène de Rastignac ne peut plus faire comme si tout cela ne le concernait pas. Ce que Vautrin a mis en mots reste présent en arrière-plan comme une possibilité qu'il ne peut pas totalement effacer, même s'il sait qu'il ne la choisira pas. Parce qu'au fond, il refuse ce que cette proposition implique. Le crime, cette idée même de construire son avenir sur la disparition d'un autre. Tout cela reste pour lui une limite qu'il ne veut pas franchir. Mais alors voilà, le raccourci est inaccessible pour lui. Il faudra donc qu'il accède à son ascension par un autre moyen. Il a d'abord essayé avec l'une des filles du père Goriot, Anastasie. Mais ça n'a rien donné. Alors, il essaye avec l'autre. Elle se nomme Delphine de Nucingen et elle lui offre une entrée différente dans ce monde qu'il observe depuis le début. Cette entrée est moins immédiate, plus progressive, mais tout aussi exigeante. Leur relation se construit assez vite avec cette forme de proximité mêlée d'intérêt où chacun trouve chez l'autre quelque chose dont il a besoin. Rastignac y voit une manière d'exister dans la société parisienne, de s'y inscrire concrètement. Delphine, de son côté, y trouve une présence, une attention, une sorte de relais dans un univers où elle-même est prise de contraintes qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Mais voilà, comme dans toutes les relations rêvées, la réalité s'impose bien vite. Ce monde dans lequel Rastignac cherche à entrer ne fonctionne pas sans argent. Les apparences, les sorties, les relations, tout suppose des moyens qu'il n'a pas. Le décalage devient alors tangible.
Eugène comprend qu'il ne suffit pas de comprendre les codes, ni même de s'en approcher, il faut pouvoir les soutenir. Alors que faire ? Eh bien, il écrit à sa famille. Et ces lettres sont importantes, parce qu'elles marquent un premier déplacement. Il demande de l'argent en sachant ce que cela représente pour eux, en sachant qu'il prélève sur des ressources modestes pour nourrir une ambition qui, désormais, le dépasse un peu. Tiens, ça me rappelle un peu ce que font les filles de Goriot. Mais bon, continuons. Rastignac change peu à peu. Et alors qu'au début du récit, il voyait le monde parisien de l'extérieur, il y entre progressivement, en adoptant certaines règles et certains réflexes. Sans se trahir totalement, il apprend tout de même à jouer avec ses contraintes. Le ton avance et une étape marquante dans le récit, c'est quand on découvre la vraie identité de Vautrin. Derrière l'homme sûr de lui, derrière les discours lucides, il y a une autre réalité. Son passé le rattrape, les soupçons se précisent, et grâce à un jeu d'alliance et de trahison au sein même de la pension Vauquer, son identité est révélée. Vautrin n'est autre que Jacques Collin, forçat évadé du bagne de Toulon où il est connu sous le nom de Trompe-la-Mort. Il réapparaîtra dans d'autres romans de Balzac, mais c'est ici que son rôle prend fin, dans Le Père Goriot. Il est arrêté, emporté, et avec lui disparaît cette figure qui, pendant un temps, proposait une autre manière de lire le monde. Parce que c'est aussi ça, la force de ce roman. On n'a pas une simple ascension, avec une seule voie clairement définie qu'il faut suivre. On a plusieurs options, des obstacles, des mises en garde même, et tout cela donne de la profondeur au récit. Mais Vautrin laisse des traces. Avant son arrestation, son plan avait abouti. Le frère de Victorine a été tué, et ça peut paraître anodin, mais ça souligne encore une fois que la proposition du forçat était sérieuse, et non juste une manipulation qui visait à faire condamner Eugène. On a donc cette histoire avec Vautrin, et en parallèle de cette arrestation, le père Goriot, lui, se développe aussi. Il avait eu un moment d'espoir, grâce à la relation que sa fille entretenait avec Eugène de Rastignac. L'idée d'un nouvel appartement, d'un rapprochement avec sa fille. Il se dit que malgré tout ce qui s'est passé, quelque chose pouvait encore être sauvé. Mais hélas, cet espoir ne tient pas. Les difficultés financières de ses filles éclatent. Les tensions s'accumulent et ce qu'elle lui demande dépasse désormais ce qu'il peut encore donner. Le choc est trop fort et le corps du vieillard ne peut pas tenir le coup. C'est la maladie qui s'empare de lui et on sent que la mort n'est plus bien loin. Rastignac, désormais proche du vieil homme, assiste à tout cela sans pouvoir intervenir réellement. Les questions se multiplient dans son esprit. Lui qui ne pensait qu'à l'ascension, le voilà confronté à cette trajectoire qui n'est que désillusion. Toutes ces années de travail et de dévouement pour en arriver là. Le monde ne protège personne. Voilà que deux personnages centraux de la pension Vauquer s'éteignent. Vautrin a été arrêté et le père Goriot se meurt, dans sa chambre au 3e étage. Le corps a abandonné, mais son esprit tient encore. Grâce à cette certitude, ses filles vont venir. Rastignac d'ailleurs fait tout ce qu'il peut. Il court, il écrit, il insiste, il tente de faire comprendre l'urgence. Mais les réponses tardent, se perdent, se contredisent, et les excuses s'accumulent, les empêchements aussi. Goriot aussi. Il est tiraillé entre une colère brutale et une déception profonde. Il comprend enfin ce qu'il s'était caché pendant tant d'années. Il parle de trahison, d'ingratitude, de cette vie qu'il a donnée sans jamais recevoir en retour. Et puis, presque aussitôt, ce mouvement retombe. Il revient à ce qu'il a toujours été. Il justifie, il excuse et il pardonne. Il ne peut pas arrêter d'aimer, même quand la réalité brutale s'offre à ses yeux. Et voilà, un jour, miracle, Anastasie finit par se présenter, mais voilà, c'est déjà fini. Le moment qu'elle espérait rattraper n'existe plus. Ce qui pouvait encore être dit ne le sera pas. Et oui, Goriot meurt ainsi, dans une forme de solitude pathétique. On est loin de certains textes romantiques qui auraient permis aux personnages de se repentir et de s'avouer leur amour avant que tout ne soit fini, ou même qu'ils ne soient sauvés miraculeusement. Non,
pas chez Balzac. Cet homme meurt dans son lit avec la seule certitude d'avoir tout essayé sans jamais perdre espoir. Après la mort du père Goriot, il reste l'étape finale du roman, l'enterrement. Allez, une dernière chance pour une fin grandiose. Mais c'est à nouveau raté. Il n'y a pas de foule, pas de reconnaissance tardive, pas même cette forme de présence minimale que l'on accorde habituellement aux morts. Rastignac est là avec un autre personnage et c'est à lui qu'il revient de payer, d'organiser et d'accompagner jusqu'au bout celui que tout le monde a déjà oublié. Les filles, vous l'aurez deviné, elles ne viennent pas. Elles envoient des signes et des excuses, mais jusqu'au bout. Donc, le lien reste inégal, déséquilibré, comme il l'a toujours été. Le convoi s'éloigne désormais. Eugène de Rastignac se retrouve seul en haut du cimetière du Père-Lachaise. De là, Paris s'étend devant lui, et la ville est calme, ne se rendant pas compte de ce qui vient de se passer. La mort d'un simple vieil homme ne vient en rien modifier le mouvement de cette ville et de sa société. Mais il y a encore Rastignac qui regarde cette ville. Il a aussi avancé, lui, sur son chemin, et son illusion à lui a été enterrée avec le père Goriot. Face à Paris, il prononce alors ces mots, signe de sa détermination. À nous deux, maintenant. Et la toute dernière phrase du roman annonce la suite. Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Waouh, quelle histoire! Il y a tant de choses à en dire. Aussi d'ailleurs sur cette dernière phrase du roman. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Je vous propose qu'on s'arrête sur certains faits marquants de ce texte pour explorer les thématiques qui le traversent. On prendra aussi un peu de hauteur pour mieux comprendre le texte dans sa cohérence globale. Avec le père Goriot, Balzac nous présente bien plus qu'une intrigue qui nous mettrait face à une succession de scènes marquantes. Il y a quelque chose de plus discret, mais aussi de plus profond, qui tient à cette impression que tout cela, d'une certaine manière, sonne juste. Et c'est précisément là qu'intervient une formule qui peut sembler étrange au premier abord, mais qui est pourtant essentielle pour comprendre ce que fait Balzac. On est ici au tout début du roman. Ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur, peut-être. Bien sûr, cette phrase, il ne faut pas l'entendre au sens le plus immédiat. Le père Goriot n'est pas un récit d'un fait divers réel, ni la retranscription fidèle d'une histoire qui aurait eu lieu exactement ainsi. Les personnages sont inventés, les situations construites, et Balzac lui-même organise son récit avec une grande maîtrise narrative. Pourtant, malgré cela, quelque chose résiste à l'idée de fiction pure. On a le sentiment que ce que l'on vient de voir pourrait exister, que ces trajectoires, ces choix, ces rapports entre les individus ne relèvent pas d'une invention gratuite, mais d'une observation attentive du réel. C'est en cela que Balzac est souvent considéré comme l'un des fondateurs du roman réaliste. Bien plus que de copier le monde dans ses moindres détails, il tente d'en saisir les mécanismes, les logiques profondes, celles qui organisent les relations sociales, qui déterminent les parcours individuels, qui rendent certaines ascensions possibles et certaines chutes presque inévitables. Et si le père Goriot occupe une place aussi centrale dans son œuvre, c'est sans doute parce qu'il parvient à concentrer tout cela dans un récit relativement resserré où l'on voit presque en direct un individu apprendre à lire le monde qui l'entoure et à en comprendre les règles, à s'y adapter parfois au prix de certains renoncements. Et alors on peut se demander pourquoi Balzac n'a pas écrit un essai pour expliquer tout cela. Non, grâce au roman, il peut construire cette explication de manière beaucoup plus progressive. À travers un récit incarné, constitué de situations, de relations et de trajectoires qui, mises bout à bout, finissent par dessiner une forme de logique que le lecteur reconnaît sans toujours pouvoir la nommer immédiatement. La mort du père Goriot, c'est aussi la mort d'un symbole, d'un temps dépassé qui trouve le repos et laisse la place à un nouvel ordre. On peut y déceler un parallèle avec toute la littérature. L'idéal romantique, Balzac le laisse de côté
pour quelque chose d'autre qu'on nommera plus tard le réalisme. Et notre traversée de ce livre se fait grâce à un personnage qui tisse des liens et qui, par son évolution, nous fait vivre cette société. Eugène de Rastignac. Cet apprentissage très particulier ne passe ni par les livres, ni par des leçons explicites, mais plutôt par une série d'expériences, parfois très concrètes, parfois presque imperceptibles. Et tout cela modifie peu à peu la manière dont lui et nous percevons le monde. Au début, il est aveugle et naïf. Il arrive dans la pension Vauquer avec un regard encore simple, et ce lieu, qui nous est apparu immédiatement comme un espace chargé de signes, de hiérarchie, reste pour lui relativement opaque. Il y vit, y observe les autres, mais sans encore comprendre que la manière dont les corps se répartissent dans l'espace, dont les étages se succèdent et dont les figures s'effacent ou s'imposent, elle dit déjà quelque chose de beaucoup plus large. La pension Vauquer prend sa véritable dimension de monde miniature uniquement pour celui qui sait regarder. Et c'est précisément ce regard qui va se transformer. Lorsqu'il en sort de cette pension pour entrer dans les salons chez la vicomtesse de Beauséant, il pense d'abord découvrir un autre univers qui le libère de son passé. Mais très vite, cette impression se fissure, parce que ce monde-là, lui aussi, obéit à des règles qui sont simplement un peu plus subtiles, plus difficiles à saisir immédiatement. Sa première leçon est l'humiliation, d'ailleurs, qu'il subit chez les restos. Il comprend, sans qu'on le lui explique, qu'il existe des codes implicites, qui ne sont pas négociables. Et à partir de là, les expériences ne cessent de s'accumuler. C'est aussi en découvrant l'histoire du père Goriot, l'offre de Vautrin, sa relation avec Delphine, que sa vision du monde devient plus fine. Ça se fait sur la durée, sans une épiphanie qui expliquerait tout d'un coup. Et c'est en ce sens-là que le père Goriot peut être lu comme un roman d'initiation. Il y a des étapes à franchir pour avancer, sans pouvoir emprunter toujours des raccourcis. On n'est toutefois pas dans cette logique de certains romans médiévaux, puisqu'ici l'initiation n'a pas pour but d'élever moralement ou spirituellement. L'objectif ici est d'atteindre une forme de lucidité qui rime aussi avec le deuil d'une vision passée ou dépassée du monde. À la fin de l'œuvre, Rastignac voit mieux, mais le monde n'en est pas plus beau pour autant. Une autre thématique que l'on ne peut ignorer tant elle occupe le livre et aussi notre quotidien découle de tout ce que nous venons de voir. Ces règles à suivre, le fonctionnement de cette société dépend en réalité d'une seule chose, l'argent. Et oui, c'est ce qui structure les relations, ce qui les rend possibles et parfois les oriente aussi. Là où l'argent était déjà important pour Rastignac, rappelez-vous, sa famille se ruine pour lui, il prend une importance sociale qui rapproche et éloigne les individus. En fin de compte, l'élégance, la position sociale, même les sentiments, tout cela s'inscrit dans un réseau d'échanges où l'argent circule en permanence. Et bien que la thématique soit omniprésente, c'est Vautrin qui incarne le mieux cette idée. Parce que c'est lui qui souligne le mieux son importance sans se bercer d'illusions. Sa proposition, d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'une dérive exceptionnelle, une application extrême d'un principe qui traverse toute la société. Pour réussir, il faut accepter les règles du jeu, car c'est aussi ce qui nous permet de tricher pour gagner. Alors, face à la vision de Vautrin, il y a celle de Goriot, qui semble être une anomalie. On ne sait pas tout de son passé, mais grâce à ce que l'on apprend sur lui dans cette œuvre, on voit bien que son rapport au monde ne passe pas par le calcul ni par la mesure. L'amour paternel, il n'y a que ça, et il n'a pas de limite, comme si cela suffisait à structurer tout le reste. L'ancien vermicelier donne sans compter, et surtout, il n'existe plus autrement que dans cette position de père à laquelle il se réduit lui-même. Le titre du roman, déjà. Même si on utilise d'abord le terme de manière ironique pour se moquer de lui, c'est bien sa fonction de père qui prédomine dans le discours. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il espère passe par ce lien, comme si le reste du monde n'avait d'importance que dans la mesure où elle permettrait de soutenir cet attachement. Mais sa position à lui, elle détonne dans cet univers où les relations sont traversées par des logiques d'échange. Sa générosité ne correspond pas
à ce qu'on attend, et d'ailleurs, elle ne lui apporte presque aucun avantage. Mourir sans les êtres aimés, ceux qu'on a entretenus pendant tant d'années et pour qui on s'est ruiné jusqu'à devoir vivre dans des conditions misérables. L'amour n'offre ici aucune protection, mais expose à la cruauté. Et d'un autre point de vue, Goriot se dit heureux. C'est pour nous, lecteurs, et pour Rastignac que ce constat est si négatif. Pour Goriot, finalement, il explose de temps à autre, mais il vit avec ses attentes et ses déceptions, tout en gardant espoir que cela change un jour. Et s'il en prend maintenant encore un pas de recul supplémentaire, ce qui arrive à Goriot ne peut pas être réduit à l'ingratitude de ses filles. Bien sûr, leur attitude choque et nous semble injuste. Mais si l'on replace ça dans l'ensemble du système que Balzac décrit, on voit que ces comportements s'inscrivent aussi dans une logique plus large, où les liens familiaux eux-mêmes sont affectés par les rapports sociaux et par la nécessité de maintenir une position. Ces filles sont le produit de ce monde. Elles évoluent dans un univers où l'image, la position, les alliances comptent et où un père appauvri devient peu à peu un élément encombrant qu'on ne veut pas intégrer dans cette construction. Là voilà, la trajectoire de Goriot, une mort qui est en partie due à l'indifférence de ses filles, mais surtout à l'impossibilité pour l'amour de l'emporter dans cette société qui ne fonctionne pas sur ses principes. Et bien que le père Goriot soit une figure centrale du livre, rappelons que c'est Rastignac que l'on suit tout au long du récit. C'est sa découverte de ce monde parisien, son ascension ou presque son apprentissage, si l'on peut dire. Le vieil homme, lui, constitue une étape dans son parcours. Initialement, après le mystère qui l'entourait, Eugène ressent de la compassion sincère pour lui. Un père en détresse qui réveille quelque chose de profondément humain. Il l'aide. Alors il l'aide. Il l'accompagne sans calcul et sans rien en tirer. Mais notre héros évolue dans cette histoire. Il comprend le monde et sans pour autant se détacher de Goriot auquel il ne s'identifie pas complètement. Il comprend au contraire que cette manière d'aimer, aussi pure soit-elle, ne permet pas de survivre dans ce monde qu'il découvre. Il en voit les conséquences, il en mesure le coût et comprend qu'il doit prendre ses distances pour lui-même survivre. La voix du père Goriot, il la respecte tout en sachant que ce n'est pas celle qu'il veut suivre. Dans tous les cas, le point de non-retour, celui qui constitue le réel apprentissage de Rastignac, c'est la mort de ce fameux père Goriot. Parce qu'elle signe la fin de tout espoir. La littérature nous a quelque peu habitués à avoir des fins heureuses. Des filles qui reviennent, qui reconnaissent leurs torts, et un homme qui est miraculeusement sauvé. Donc, on continue de croire. Avec lui, on a un peu d'espoir. Un espoir, pourtant, qui s'éteint, avec la mort du père qui rend toute réconciliation impossible. Plus qu'un personnage, c'est un modèle qui disparaît. Cette manière d'aimer est de placer cet amour au centre de la société. Le don de soi ne paye plus et nous tue. On appartient au passé et en disparaissant, ce modèle laisse sa place à autre chose. Et c'est précisément à partir de là que la dernière scène prend tout son sens. Rappelez-vous, après l'enterrement du père Goriot, Rastignac est face à Paris et prononce cette phrase « À nous deux, maintenant ». S'enchaîne alors la dernière phrase du roman, et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Lorsqu'on découvre cette citation pour la première fois, elle peut donner l'impression d'un moment presque classique, celui où le personnage, qui, après avoir traversé une série d'épreuves, se redresse et affirme sa volonté. Mais replacée dans tout ce que l'on vient de voir, elle change de nature. Du haut de sa butte, c'est tout ce Paris, indifférent à la mort du vieil homme, que Rastignac défie. C'est ce monde qu'il a appris à connaître dans les 350 pages de notre roman qu'il veut conquérir. À la fin de ce texte, il en a compris les règles et il pense savoir comment l'emporter. Un modèle passé a disparu, il peut intégrer et représenter un nouveau modèle. Cette phrase « à nous deux » veut bien dire une chose, je sais désormais comment tu fonctionnes. Rastignac veut se détacher du père Goriot, il n'est pas question de faire don de soi par l'effacement au profit des autres. Lui, il voudra s'imposer et prendre sa revanche.
La naïveté laisse alors sa place à la connaissance, et c'est en sachant ce qui l'attend qu'il décide de s'engager pleinement dans ce monde, là où d'autres personnages de Balzac abandonnent, dégoûtés par cette réalité. Soulignons aussi l'ironie de Balzac lorsqu'il précise que Rastignac va dîner chez Madame de Nucingen, qui vient alors compléter ce mouvement. C'est la confirmation que ce face-à-face avec Paris se traduit immédiatement dans les actes. Là où Goriot donnait tout jusqu'à disparaître, Rastignac commence à apprendre à utiliser, à circuler dans ce monde sans s'y perdre entièrement. Et si l'on revient une dernière fois à ce que nous avons traversé, on s'aperçoit que le père Goriot met en scène un mouvement presque imperceptible au départ, mais irréversible une fois enclenché. Celui par lequel un individu apprend à voir le monde tel qu'il est et surtout décider ce qu'il est prêt à en faire. Ce n'est pas dans ce roman que Eugène de Rastignac gagne contre Paris en établissant une forme de justice. Non, c'est la première étape, ici, de sa vie, de son éducation, qui se fait par ces étapes clés que nous avons pu préciser tout au long de cet épisode. Et c'est peut-être pour ça que ce roman reste aussi présent aujourd'hui. Il y a d'une part la figure paternelle qui domine ici et qui s'impose dans la littérature, une figure parfois un peu pathétique, mais pour laquelle on éprouve de la compassion. Tout le monde peut finir comme le père Goriot, pris d'un amour inconditionnel et sans limite pour ses filles. D'autre part, il y a aussi la désillusion qui nous accompagne tous et toutes à un moment de notre vie. Ce moment même où l'on réalise que le monde ne fonctionne pas comme on l'imaginait et où il faut décider si l'on s'y oppose, si l'on s'y perd ou si l'on apprend à s'y inscrire tout en gardant nos valeurs. À travers ces étapes, on ne devient pas quelqu'un de différent, mais c'est à nous de choisir, grâce à ces connaissances, ce que l'on veut en faire. Et si cet épisode de Brume littéraire vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, le plus simple est de laisser un commentaire et de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi bien sûr le partager à toutes celles et ceux que cela pourrait intéresser. Il y a déjà une 40aine d'épisodes qui sont disponibles, alors n'hésitez pas à aller en écouter d'autres avant la sortie du prochain épisode, comme toujours, chaque premier lundi du mois. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette demi-heure, et d'ici au prochain épisode, je vous dis bonne lecture.